Michel Onfray, dans votre philosophie, la notion de biographie est absolument indissociable de votre méthode. Vous parlez de votre maïeutique comme s'il était utile, sinon même impératif, de connaître la vie et même le corps de la personne qui pense. Oui, mais ça, c'est une vieille tradition. Je n'invente pas grand-chose. C'est toute l'Antiquité qui fonctionne comme ça. Mais ça devient, dans votre cas, une méthode. C'est-à-dire que chacun des livres est toujours aussi précédé d'un élément, préface, biographique. Absolument. Puisé à même votre corpus. Oui, parce que je pense que les idées ne tombent pas du ciel et qu'elles montent de la terre et du corps, en l'occurrence, et d'une biographie. Donc il faut raconter pourquoi on a une position théorique et montrer quelle relation cette position entretient avec une expérience biographique, autobiographique, existentielle, d'enfance souvent, d'adolescence, de ces moments où on se constitue, on constitue vraiment une unité et une identité. Et toute la philosophie antique est ainsi constituée. On va voir du côté de la vie philosophique. Ce que vise un philosophe, ça n'est pas du discours, ça n'est pas des livres. Il ne s'agit pas de, quand on est Socrate, de faire des livres pour aller faire une télévision. Il s'agit d'abord de ne pas écrire pour Socrate, mais ensuite d'enseigner pour construire une existence droite, sculpter une existence. Et le christianisme arrive sur l'entrefaite et nous dit, mais pas du tout, ça sert pas à ça la philosophie. La philosophie, c'est le christianisme. Donc l'affaire est réglée. Donc maintenant, vivez en chrétien et vous vivrez en philosophe. Et la pratique se substitue, la pratique chrétienne, religieuse, se substitue au travail véritable sur soi. Donc les intellectuels, les philosophes deviennent des gens du discours, commencent à disserter sur le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Est-ce que le Père est supérieur au Fils, inférieur au Saint-Esprit ? La transsubstantiation, est-ce que le corps du Christ est réellement dans, etc. Et la philosophie, ça devient ça. Et moi, je propose qu'on revienne à l'état pré-chrétien, qui consiste à dire, un philosophe, c'est quelqu'un qui propose une existence, un mode d'existence, un type d'existence. Un mode de vie. Un mode de vie. C'est une vie philosophique que doit viser le philosophe. Donc c'est très incarné. Ah oui. Dès lors, on peut être philosophe sans avoir écrit un livre de philosophie. On peut avoir écrit un livre de philosophie et ne pas être philosophe. Et puis on peut aussi avoir écrit des livres de philosophie et tâcher de l'être philosophe. Et on peut montrer ce qu'est une vie philosophique quand on raconte des moments de son existence. Mais à l'évidence, l'a priori qu'on a sur la philosophie, ce n'est pas ça. Parce que ce qu'on nous enseigne à l'école, ce qu'on nous dit de la philosophie, relève généralement que de l'esprit. C'est du discours. C'est très éthéré. Absolument. Et rarement incarné dans une pratique ou dans une vie, encore moins dans un corps. Parce que vous le dites aussi, le corps nous dit beaucoup. Oui. Et Nietzsche dit ça très bien dans la préface au Gai Savoir. Il dit on philosophe avec son corps, on philosophe avec ses impuissances, avec ses angoisses, avec toutes ces choses-là. C'est une chair qui pense. C'est pas du tout un cerveau éthéré qui aurait à voir avec les idées pures. On n'est pas en ligne directe comme ça avec les concepts qui seraient dans un ciel intelligible. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, ça fait des siècles qu'on nous dit que c'est comme ça. Il y a des biographies, des agencements, des existences, des rencontres, des chances, des malchances, des déterminismes divers, biologiques, génétiques, familiaux, sociaux, politiques, culturels, etc., religieux. Et puis se constitue un être qui va devenir ce qu'il est, devient ce que tu es, disent les Grecs, et on devient un jour cette entité qu'on aura plus ou moins construite, et très peu de gens ont la possibilité de la construire. On est l'esprit de son corps ? On peut dire ça, on est le corps de son esprit, l'esprit de son corps, c'est un peu spinoziste de le dire comme ça, dans ces termes-là. Mais de fait, l'esprit, ça n'est jamais que l'une des modalités du corps, et le corps, ça n'est jamais que l'une des modalités de l'esprit. Mais il y a une telle hiérarchie dans la façon dont les choses sont enseignées. L'esprit domine toujours, c'est un magistère au-dessus du corps. Oui, en quoi nous sommes encore chrétiens ? Parce que on imagine toujours qu'il y a dans un être un corps de chair qui va disparaître et une âme immortelle ou éternelle, ou éthérée, ou une espèce de principe éthéré, et que cette chose-là, elle est associée, bizarrement, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi et comment, et de quelle manière chez les gens qui affirment ce dualisme-là. Moi j'affirme l'inverse, je dis non, on est dans une logique, pas dualiste, mémoniste, c'est-à-dire il n'y a qu'un corps, qu'une chair, et elle est diversement modifiée, une partie du corps peut s'appeler le cerveau, appelons ça l'âme si on veut. Une autre partie va s'appeler l'estomac, c'est pas la même fonction, mais on a besoin de l'un et de l'autre. Et de fait, un philosophe, c'est quelqu'un qui est dans des agencements comme ça, biographiques, autobiographiques, personnels, matériels. Voilà pourquoi mon matérialisme est radical. C'est pour ça que le parcours commence à peu près pour vous avec le ventre des philosophes, littéralement?